Donc on y va à l'attaque. Donc on est en train de parler des excuses. Et les excuses, c'est l'outil numéro un de la fainéantise. La fainéantise touche tous les êtres humains et malheureusement, c'est très difficile de s'en sortir. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les excuses très souvent sont vraies. C'est très difficile de pouvoir parler ou se parler lorsqu'on a des manières, des espèces de jokers que l'on va sortir comme ça en disant « c'est pas ma faute ». Donc, dans la théorie, j'adhère à toutes les bonnes idées. Dans la pratique, je ne les fais pas. Et l'être humain, il a un gros problème, c'est qu'à partir du moment où il existe en théorie, il pense qu'il existe également en pratique. Juste pour là-dessus, je vous dis un petit point intéressant. Dans les livres de coaching, dans lesquels on encourage les gens à avancer, à comment évoluer dans leur vie, il y a une particularité, une idée qu'on vous demande à laquelle on vous demande de faire attention, c'est que lorsque vous lancez une idée, je ne sais pas, lancer une entreprise, lancer une nouvelle application ou un nouveau concept, il est très très important de ne pas en parler, n'en parler en fait qu'aux personnes qui pourraient vous expliquer, vous aider comment le faire. De ne pas en parler aux personnes qui n'ont aucun intérêt et aucune interaction possible avec ce que vous êtes en train de faire. Pour une raison simple, c'est que malheureusement, à partir du moment où on se présente comme ayant réussi quelque chose, ou comme étant en train de lancer quelque chose, on a l'impression qu'on l'a fait. Et automatiquement, toute l'énergie qui peut accompagner un être humain et toute l'énergie qui peut te pousser à te réaliser, lorsque tu as réussi quelque chose, ben d'un coup, tu t'arrêtes. C'est un peu comme quand tu fais du vélo. Une fois que tu as passé la ligne d'arrivée, tu es obligé de relâcher la pression. Tous les mecs qui font des courses de voiture, lorsqu'ils passent la ligne d'arrivée, c'est obligé qu'ils lèvent l'accélérateur. Parce que la ligne d'arrivée, ça veut dire arrête de donner. Et lorsque tu présentes ton projet et que la personne en face de toi, elle te regarde en disant « Waouh, tu vas faire ça », dans ta tête, tu as franchi déjà une ligne d'arrivée et automatiquement, tu lèves le pied. Donc, c'est important de savoir que la théorie, c'est que la théorie. Et tant qu'on n'est pas parti en pratique, il ne faut pas se dire bravo. C'est très, très important. Donc, la première excuse, c'est croire qu'on n'est pas responsable. La deuxième excuse, it's too much, c'est trop dur. C'est trop dur, donc les gens vont être là et vous dire, attends, mais comment tu veux que je réussisse à faire ça et ça et ça, mais c'est trop difficile. Le problème, c'est que c'est trop difficile que quand ça t'intéresse. C'est-à-dire que c'est trop cher, c'est trop dur, c'est pas machin, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est que lorsque tu as pas d'intérêt, que tu trouves cela dur. C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est une citation du philosophe grec Sénèque, donc, qui disait très souvent, il suffit de se lancer, et même si c'est dur, hein, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on s'est lancé. Le Ramchal, dans Messilat et Sharim, parle de plusieurs éléments à réparer, et à un moment donné, bien évidemment, la liste elle commence à devenir longue, et il dit attention, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Il dit par contre un truc, je peux te dire, et cette phrase m'a beaucoup aidé à moi, il dit je peux vous affirmer que c'est beaucoup plus dur de l'imaginer que de le faire. C'est-à-dire que des fois, s'imaginer faire des choses bien, dans la tête, c'est plus dur que de le faire. Je vous donne un exemple, tu veux reprendre le sport, donc tu t'imagines en train de courir, eh bien, t'imaginer en train de courir, tu souffriras toujours beaucoup plus dans l'imagination que dans aller courir pour de vrai. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais malheureusement, comme on est fainéant même dans la tête, on s'imagine et c'est déjà dur. Et surtout, quand on veut, on peut. C'est-à-dire que si demain, on te propose le poste de tes rêves, vraiment le poste de tes rêves, avec la rémunération de tes rêves et tout ce que tu veux, et le seul problème, c'est qu'il faut parler le mandarin, le chinois, je peux t'assurer qu'en 3 mois, tu parles le chinois. Comment? Ben, tu vas te débrouiller. Parce que quand tu as envie, tu peux. Donc ça, c'est important. Troisième élément, on a un gros problème avec la sérénité et le calme, qui sont des midotes exceptionnelles, c'est qu'on les utilise au mauvais endroit et au mauvais moment. Alors, qui va piano va sano et va lontano, c'est un proverbe italien qui dit qui va doucement va sainement et longtemps. En France, on dit qui veut voyager loin ménage sa monture. Alors, oui, mais au moment, il faut se reposer.
Et le problème, c'est que quand le soir, par exemple, tu es à 11h30 et tu es fatigué, tu as la possibilité de regarder un film qui t'intéresse, tu ne vas pas dire « Ah non, je dois me reposer maintenant ». Et malheureusement, là, le gars, il n'a pas envie de se reposer. Quand est-ce que tu veux te reposer? Tu as envie de te reposer à 7h du matin. Je te dis là, maintenant, le réveil vient de sonner, tu te dis encore 5 minutes. Ben, si les 7 heures ne t'ont pas reposé, les 5 minutes ne vont pas te reposer beaucoup plus. C'est sûr que ces 5 minutes, ça repose. Hein. C'est un fait. C'est scientifique, si vous voulez. Mais ça ne va pas te reposer tellement. Et surtout, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Parce que juste maintenant, tu as envie de te reposer. Puis, au moment, on a besoin de toi. L'ambition va être proportionnelle à l'importance que l'on donne au projet. C'est-à-dire que quand j'ai un projet qui me porte, quand j'ai un projet dont je conçois la portée, je sais jusqu'où ça va, automatiquement l'énergie elle vient. Donc on n'est pas vide de capacité, mais de volonté. C'est un proverbe du Sabbath Novardok qui vient d'un passouk de la Torah qui dit Velo davar rek ou michem. Ce n'est pas quelque chose qui est vide de vous. La Torah elle n'est pas vide. Si elle est vide, si tu la vois vide, c'est de toi. C'est-à-dire qu'un imbécile voit tout de travers. Un mec qui arrive sans ses lunettes, il vient au Louvre et visite le musée. Il va dire oh, les mecs ne savent pas dessiner, hein, c'est tout flou. En réalité, tu n'as pas de lunettes. Donc en fait, la Torah, elle dit fais gaffe. Quand tu lis la Torah, tu peux considérer que peut-être il y a des éléments qui ne sont pas clairs, il y a des éléments qui ne sont pas assez explicites. Ben, il faut te dire que tout ce que dans la Torah te semble nul, c'est que c'est toi-même qui as un problème de nullité là-dedans. Tout le monde connaît cette espèce de blague dans laquelle tu as un gars qui vient voir le médecin et qui lui dit « Docteur, je pense que je me suis cassé tous les os. » Alors il dit « Ah bon, vous le savez ?» Il dit ben, « Quand j'appuie ici, j'ai mal, quand j'appuie ici, j'ai mal, quand j'appuie ici, j'ai mal, et quand j'appuie ici, j'ai mal. » Et le docteur, il lui dit ben, « Vous avez le doigt cassé. » J'avais rencontré un rave un jour qui me dit « Imaginez, j'ai travaillé dans la communauté de tel et ça s'est mal passé parce que les gens ne me respectaient pas. Alors après, je suis parti dans la communauté telle, ça s'est mal passé parce que les gens ne me respectaient pas. Après, je suis passé, il m'a cité 6 communautés dans lesquelles il est allé et dans lesquelles il trouvait que les gens n'étaient pas assez respectueux. Alors je me suis permis, je lui ai dit, je m'excuse, mais peut-être que le problème c'est toi. Parce que si tu te balades dans 6 communautés dans lesquelles chaque fois il y a 200 personnes et chaque fois tu as 200 personnes qui te disent qu'il y a un souci, peut-être que ce n'est pas eux le souci, peut-être que c'est toi. Donc l'excuse numéro 3, c'est on est vide de volonté, mais le problème c'est qu'il faut se dire pourquoi est-ce qu'on est aussi vide nous-mêmes de volonté. L'excuse numéro 4, c'est essayer. Alors pour les aficionados, j'ai mis Maître Yoda, effectivement, parce que je ne sais pas si vous avez vu Star Wars, mais bon, il y a cette fameuse phrase dans laquelle il va dire au jeune Jedi, fais-le, et il lui dit, je vais essayer. Alors il lui fait, non, try not, n'essaye pas, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Dans les halachot de Teshuvah, Rambam dit que quelqu'un peut être considéré comme ayant fait Teshuvah, que lorsque Me'aïd alav yodea ta'alumot témoigne sur lui, celui qui connaît les secrets du cœur, que cette personne a fait Teshuvah. Alors on peut poser la question, dit le Sabbath Novardok, comment cette personne, on peut être sûr, même Dieu, il est sûr de lui. Alors il dit que savoir ce que Dieu pense, c'est sûr que non, mais il y a quelque chose d'évident. Si tu n'es pas sûr toi-même de ce que tu décides, il est évident que Dieu n'est pas sûr aussi. Ça, on le sait. Ça veut dire, il dit qu'on ne peut pas savoir si Dieu est sûr pour toi, mais on sait qu'il ne sera pas sûr si toi-même n'est pas sûr. Dans Messilat Tesharim, on a une idée pareille, dans laquelle le Ramchal dit, si tu ne te prends pas en main, si tu n'essaies pas d'avancer dans ta vie, ben même Hachem n'a pas envie de t'aider, parce que si tu ne t'aides pas, qui va t'aider? Si toi-même, il mène à Nili, on a dit hier, et Lazar Ben Ordaya, il est appelé Rabbi parce qu'il nous a appris juste une chose, ça ne dépend que de moi. Nous, malheureusement, on est dans l'attentisme permanent. On attend la bonne opportunité, on attend la bonne porte, on attend ceci, on attend de se lever un jour en connaissant toutes les Mishnayot, on attend de se lever un matin et le chasse, on l'a appris par cœur, on attend de se lever un matin et on a réparé nos midotes. Non. Si tu ne vas pas le faire, si tu ne décides pas à un moment donné que ça va se faire, ben ça ne va pas se faire, ça c'est évident. Donc, excuse numéro 4, c'est essayer. Essayer, ça veut dire, quand je dis j'essaye, pourquoi je dis j'essaye aux gens? J'essaye traduction.
la société se décline toute responsabilité. C'est ça, j'essaye. J'essaye, ça veut dire ne m'en veux pas si je rate. Ça sous-entend que tu sais que tu vas peut-être rater. Alors, je ne parle pas d'humilité dans le sens que la personne elle te dit moi, je peux rater, c'est possible. Oui, je ne parle pas de ça. Non, je parle de quelqu'un qui va essayer réellement. S'il rate, ben, il rate. Non, mais quelqu'un qui te dit dès le début, tu sais, c'est pas sûr que ça marche. Bon, ben, si tu n'es pas sûr dès le début, ça ne va pas aller très loin. Donc, être déterminé dépend du fait de savoir choisir ou pas. On ne sait pas choisir. Chez Novardok et dans la science du Moussard, on explique que les choix, en réalité, prennent très peu de temps. C'est-à-dire qu'on s'est tous décidés, mais on réfléchit longtemps. D'accord? C'est un peu comme ce proverbe qui dit « tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps ». Ben nous, on décide vite, mais il faut essayer longtemps. C'est-à-dire que si quelqu'un doit faire un voyage, changer de métier, faire quelque chose, il va se refaire dans la tête 1 million de fois l'idée, il va se dire je vais essayer, non mais ça ne va pas marcher, il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela, peut-être je ne voyage pas, peut-être. Il va se dire 1 million de trucs, et d'un coup, en un quart de seconde, il va dire je prends mes billets, je change de métier, j'épouse cette femme. Ça prend 1 seconde. Et une fois qu'il est déterminé, et une fois qu'il a surtout fait son choix, parce que c'est surtout ça, une fois qu'il a fait son choix, après il n'y a plus rien qui l'arrête. Et il a décidé, par exemple, demain, il y a un d'entre vous qui me dit je vais aller m'installer en Sibérie parce que là-bas j'ai envie d'ouvrir une mine de diamants. Admettons, chacun avec son délire. Eh bien, le gars, une fois qu'il a décidé, mais vraiment, hein, il vient et me dit je vais aller en Sibérie. Mais tu vas voir s'il faut, j'envoie un mail à Poutine. Hein. Ce gars-là, il a très 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 peu de chances qu'il ne réalise pas son vœu. Alors ma grand-mère, Zéphron Al-Wacha, elle disait le têtu, il bat le fort. Alors pas le têtu, le volontaire, si vous voulez. Le Gaon de Vilna disait que dans la Ruchniout, dans la spiritualité, c'est d'autant plus vrai. Que celui qui est têtu, celui qui décide d'aller quelque part, même n'importe où, c'est-à-dire demain, tu t'entêtes et tu dis je vais terminer le chasse, mais je vais le terminer, degré de force. Il dit le Gaon de Vilna, c'est sûr que tu vas le terminer, c'est sûr, c'est clair. Ah mais Hachem ne t'a pas donné assez d'intelligence et tout, c'est pas grave. Si tu as une volonté de faire, jusqu'où tu peux aller, ben jusqu'où tu es déterminé. Et déterminé, c'est choisir pour de vrai. Pas oui, peut-être, on verra, je ne sais pas. On a vu également que dans Chod Sadikim, on va commencer à étudier, parce que là, on a vu Shlomo Amelech, on a vu les 4 excuses, et il nous reste 2 minutes, donc on va commencer à faire Chod Sadikim directement dans le texte. Alors, Chod Sadikim, c'est un livre très particulier. Chod Sadikim, c'est un livre dont on ignore un truc, on ignore l'auteur. Il y a très peu de livres, il y a moins de 5 livres dans la Torah. En tout et pour tout, sur les 3500 dernières années, il y a peut-être moins de 5 livres dont on ignore l'identité de l'auteur, dont Orchot Sadikim. Alors, Orchot Sadikim, il a été écrit au Moyen-Âge, à une période où c'était mal vu de mettre son nom, aussi. Et aussi, je pense qu'il n'a pas mis son nom parce qu'en réalité, c'est un mélange de 3 livres. Et il existe une seule édition que je n'ai pas retrouvée jusqu'à aujourd'hui, dans laquelle il y a les rapports où est-ce qu'il a pris chaque morceau. Alors, il a utilisé Chovot Alvavot de Rabbi Bechaye en résumé. Si vous voulez lire le résumé de Chovot Alvavot, vous prenez Orchot Sadikim. Il a utilisé Rambam Ilchot Deot dedans. Et il a utilisé Mifrar Peninim de Rav Shlomo Ben Gabirol. Donc en fait, en lisant ce livre, vous lisez 3 livres. Hein, et c'est très bien résumé. Les Rishonim appellent Orchot Sadikim Sefer Amidot, le livre des Midot. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, dans Orchot Sadikim, on va parler des Midot, on commence par la Gava, après la Hanava, après la Boucha, etc. Le Maharal de Prague a écrit dans une de ses lettres qu'il regrettait beaucoup qu'à sa bar mitzvah, personne n'a eu l'idée de lui offrir ce livre. Vraiment, hein, à l'âge de 30 ans, il écrit « Si seulement j'avais pu lire ce livre avant, je pense que j'aurais moins perdu de temps dans ma vie. » Alors, si le Maharal de Prague, ce Moussard, ça les fait du bien, je pense que nous aussi, les mecs, on peut y aller. Donc, on y va. Ha'atzlut imida ra'a meod. La Hatzlut fait partie des midot ra'ot.
Alors ici, c'est très mauvais. Mauvais pour qui? C'est même pas mauvais pour les autres, c'est mauvais pour nous. C'est-à-dire, les midotes mauvaises pour les autres, on comprend. La shonara, kina, toutes ces choses-là, on peut les comprendre. Mais là, c'est une mida qui va nous pourrir la vie à nous. Je vais vous dire pourquoi. Mais chez Amida Gover et beau, celui qui laisse cette mida grandir chez lui, il y en a mekulkalim. Tout ce qu'il fait, c'est foiré. Vous savez, c'est un peu comme la différence quand vous cherchez une recette sur Internet. Vous avez la photo de ce que vous devez avoir et vous voyez ce que vous avez. Et en général, ce n'est pas trop la même chose. Tout ce que tu fais avec Hatzlut, c'est mekulkal. Mekulkal, c'est pourri. C'est-à-dire que c'est un peu comme vous prenez. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, je suis un grand fan de pizza devant l'éternel. Et le mec, il vous amène votre pizza. Il y a toutes les garnitures, tout est nickel. Mais le livreur, il est venu en scooter et il n'a pas fait attention. La pizza est complètement pliée. Il y a la garniture en tous les sens. Tu sors, tu es dégoûté. Tu te dis, ça aurait pu être une pizza extraordinaire. Ça aurait pu être génial. Toi, tu t'es préparé. Tu as sorti le Perrier, la bière et tous les olives. Tu ne peux pas la manger. Donc, celui qui fait de la Torah ou quoi que ce soit, il dit il y en a tout, même le chol, baolam hazé ou baolam haba, dans ce monde et dans l'autre. C'est-à-dire que celui qui va par exemple être atzlan dans ses études, c'est le mec qui fait le devoir entier, mais qui a la fainéantise de ne pas écrire la date, ou de ne pas écrire son nom, de ne pas tirer le bon trait, c'est-à-dire de ne pas finir le truc. C'est immonde, quoi. C'est-à-dire quand vous commandez quelque chose et que vous voyez le gars, il ne s'est pas donné la seconde ou la minute pour vous terminer le produit. Alors, chez certains, c'est une marque de fabrique. Par exemple, les produits Apple, il y a un truc qui est bien, c'est que c'est fini, c'est bien fini. Et moi, je me rappelle, je suivais les conférences de tonton Steve Jobs. Le gars, il les rendait chefs pour que même la boîte, il disait, je veux que les mecs gardent la boîte à la maison. Et il les a rendus chefs, par exemple, pour la sortie de l'iPhone. Il fallait que sur la boîte, il y ait l'endroit où on met le pouce, ils sont en relief dans le carton. Et il a refait faire les boîtes. Eh bien, c'est une mida tova, ça. C'est une mida tova parce que si tu fais attention à ça, même pour ton téléphone, ben, si tu es intelligent, tu apportes cette mida avec toi dans la routine. Halav Amar Shlomo HaMelech, Halav Shalom, il a dit Shlomo HaMelech sur ça. Al-Sedei Shatzel Avarti, c'est ce qu'on a lu hier. Je suis passé à côté d'un champ d'un fainéant. Al-Kerem Adam Chassarlev, sur la vigne d'un homme qui manquait de cœur. Véné Alakulu comme Shunim, il était plein de ronces, Kasupanav Charoulim, plein de mauvaises herbes. Geder Avanav Nehersa, et même la barrière de pierre, elle s'est cassée. Chochmat Ha'atzel, l'intelligence du fainéant. Alors ici, il est en train de nous dire au Chod Tzadikim qu'on n'est pas en train de parler d'un champ, on est en train de parler du cerveau de quelqu'un. De même que le champ, c'est quelque chose dans lequel tu vas planter des choses et ça va pousser, ben le cerveau de quelqu'un, c'est un endroit où on va planter des idées, ça va pousser. De même qu'un champ qui est inutilisé, ben ça va pousser des mauvaises herbes, des ronces et un peu n'importe quoi. Mais dans la tête d'un mec qui est fainéant, on va retrouver un peu n'importe quoi aussi. Et ça, Bezrat Hashem, on le fait demain. Hazak Baruch, et à ce soir pour ceux qui veulent faire Mishnah Avot. Et c'est pour la réfouach de Tokia Bat Rali.